Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 11 octobre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction hémicycle de l'Assemblée nationale. La mesure d'état d'urgence a été prorogée dans la région de Difa, Tawa et Tillabéri. C'est sans grande difficulté que les députés nationaux, tous bords confondus, ont voté en faveur de la reconduction de cette mesure au terme donc de la plénière de ce jour vendredi. 2 points dans cet élément. Un seul sujet débattu au cours de la plénière du vendredi 11 octobre 2019, la situation sécuritaire. En effet, les députés ont examiné et adopté à l'unanimité 3 projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans 3 régions du pays, à savoir Difa, Tawa et Tillabéri, des régions qui font face à des actes terroristes. Le département de Saï, Torodi, Tera, Banam, Ayou, Bailari, Abala, toujours il y a des attaques. Et malheureusement, c'est la population qui n'arrive pas à aller à cette préoccupation. Or, les hommes armés circulent. Jusqu'à maintenant, ils arrivent à traverser Tillabéri pour descendre vers le sud. Donc, vous voyez, franchement, c'est pourquoi, concernant la région de Difa, on a besoin de l'évaluation là. Sans l'évaluation de cet état d'urgence, on ne peut pas l'évoluer. On a été à Ayou, tu as vu la réalité à la frontière. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui se passe en ce moment dans ma circonscription, où j'ai été, dans le département de Nouveau-Miki. Qu'on me dise que je n'ai pas droit à l'information. Une nouvelle reconduction de la mesure d'état d'urgence qui vaut la peine dans un contexte sécuritaire dégradé au Niger. C'est la persistance de l'insécurité dans ces régions qui fait qu'on est tenu de reconduire l'état d'urgence. L'état d'urgence, en fait, il faut simplement prendre des précautions pour que des mesures adéquates soient prises afin que les populations de nuit comme de jour soient sécurisées dans ces zones. Les débats sur la mesure d'état d'urgence ont été houleux et les avis sont divergents, notamment sur la gestion de la situation sécuritaire au Niger. Mais la nécessité de reconduire l'état d'urgence dans les régions concernées s'impose. Non, on ne peut pas le dire de façon péremptoire que l'état d'urgence n'a rien arrangé. Certainement, il y a eu beaucoup d'insuffisances que nous avons notées en tant que députés, que nous avons signalées au gouvernement. Et des mesures ont été prises et je pense qu'il y a un certain nombre de difficultés qui persistent. Il reste à les corriger. Donc il appartient au gouvernement, en particulier les forces de défense et de sécurité, de prendre les dispositions nécessaires afin que les défaillances et les insuffisances soient corrigées. À Difa, la mesure d'état d'urgence concerne toute l'étendue de la région. Dans la région de Tillabéri, ce sont les départements de Walam, d'Ayoru, de Bankilare, d'Abala, de Banibongo, de Tillabéri, de Saï, de Gotei, de Torodi et de Tera qui sont concernés. Et à Tawa, 2 départements seulement sont touchés, Tassara et Tilia. Direction région de Tillabéri à présent. Cette région a reçu ce matin la visite du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini qui était rendu sur le site des travaux de la construction donc, du barrage de Kandaji. Il s'agissait à travers ce déplacement du Premier ministre Brigitte Rafini de constater donc l'état d'avancement des travaux. Le résumé de ce déplacement avec nos envoyés spéciaux Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le barrage de Kandaji est en train de devenir une réalité, ce qui permettra l'installation d'une centrale hydroélectrique de 130 MW qui viendront s'ajouter aux besoins en électricité des populations. Aussi, pour voir l'état d'avancement des travaux, le Premier ministre Brigitte Rafini s'est rendu sur le site de construction du barrage. Sur place, des explications lui ont été données d'abord sur les installations techniques nécessaires à la construction du barrage et par la suite sur le site proprement dit où le barrage sera bâti. Davantage de détails ont été donnés au Premier ministre quant à la forme que prendra le barrage. Adam Harouna, directeur général de l'agence du barrage de Kandaji, donne l'état d'avancement actuel des travaux. C'est-à-dire aujourd'hui au niveau de la fondation en ce qui concerne l'ouvrage en béton est déjà réalisé. En ce qui concerne la digue en terre également, les fondations sont en cours et le bâtard d'eau a été réalisé pour permettre la réalisation des travaux. Donc vraiment nous avons entamé la première phase du programme.
puisque vous savez, il faut dévier le fleuve. Là où on était resté, là, c'était vraiment le fleuve passait là. Il fallait faire tout ce quoi nous avons passé là, les patarros là, pour pouvoir barrer le fleuve et permettre à l'entreprise de travailler. Et donc une fois que les fondations seront sorties, maintenant on va faire partir ces patarros en deuxième phase, faire un autre patarro de l'autre côté pour que l'entreprise puisse travailler sur l'autre partie. Et donc, grosso modo, aujourd'hui, on peut dire que les travaux ont un taux d'exécution d'à peu près 12%. 12%, c'est un peu conforme au délai contractuel. Donc, nous fondons l'espoir que dans quelques mois, vraiment, les travaux vont prendre leur envol. On va être dans la phase vraiment assez dynamique d'avancement de ces travaux-là. En plus, la construction du barrage ayant provoqué le déplacement des populations qui étaient dans la zone, le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji explique les dispositions qui ont été prises. Le grand défi de Kandaji, comme j'ai toujours dit, c'est la réinstallation des populations. Par rapport à la réinstallation des populations, je voudrais rappeler qu'on a déjà déplacé un premier groupe. C'est ça qui a permis de réaliser les travaux. Maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour faire le déplacement de la population du deuxième groupe, qu'on appelle le PAR 2, le plan de réinstallation des populations de la vague 2. Ça, ce sont les populations qui vont être inondées quand le barrage va être complètement fini. Alors pour ça, il vous souviendra également que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour la recherche du financement. Une table ronde a été organisée à Abidjan où les financements ont été quasiment mobilisés pour la réalisation de ça. Nous avons fait des consultations publiques avec les personnels. Nous avons discuté avec les populations pour dire comment ça va se faire. Les sites où on doit les réinstaller ont été déjà choisis. C'est elles-mêmes qui ont, avec notre appui, notre accompagnement, ont pu choisir les sites. Maintenant, nous avons lancé le processus pour recruter le bureau qui va faire l'aménagement des sites. Nous sommes en train de recruter également une société internationale, en tout cas une grande société, qui va s'occuper exclusivement de la réinstallation. Sans conteste, les travaux de construction du barrage de Kandaji sont bien lancés sous la conduite des techniciens chinois, tunisiens et nigériens. Dès lors, les Nigériens peuvent le dire maintenant, le rêve est devenu une réalité. Retour ici à Niamey et Kapa à la primature. La salle de banquet de la primature a servi de cadre hier à la réunion ordinaire du Conseil national de dialogue politique CNDP. Les questions politiques justement étaient à l'ordre du jour de cette rencontre dont l'opposition n'a pas pris part. Faisons le point avec Nasser Dantofo et Aboubakar Soleil. Après l'adoption du compte-rendu de la dernière réunion en date du 5 avril 2019, le second point mis en discussion à cette deuxième session ordinaire du Conseil national de dialogue politique est une information sur le processus électoral, notamment l'élaboration du fichier électoral biométrique en phase d'enrôlement, étape suscitant des inquiétudes quant à la bonne marche du processus. On a l'impression que tout marchait très bien. Même à la dernière rencontre, on a l'illusion qu'il y a 70% des administrations qui sont décédées. Aujourd'hui, au vu des chiffres, le chiffre final de 1 335 000 par rapport aux 5 132 écritures, grosso modo à 20%. Donc un an d'activité pour 20% de la société, je crois que vous avez bien dit les bouts des sacrements. Maintenant, que faut-il faire? Maintenant qu'on a des problèmes avec les tablettes, est-ce qu'on a fait une simulation pour estimer combien on va enrôler par jour? Alors, ça m'amène à dire que le temps est de 10 jours avec les tablettes, c'est 10 jours par heure, là où il y a des tablettes. Sans les tablettes, on va faire combien de jours? Il y aura un peu plus de jours à faire, ou bien quelle est maintenant la manœuvre ou les calculs que la CENI a procédé pour être toujours dans le temps, parce que cela veut dire qu'il y aura plus de temps maintenant d'enrôlement que prévu. La vision des partis politiques n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc on aimerait savoir par rapport au nombre de partis au Niger, un pourcentage. Puisque vous avez parlé des militants analphabètes qu'il faudra mobiliser, donc on aura un pourcentage des partis qui sont adhérés. Pour le président de la CENI, point d'inquiétude, car des mesures sont en train d'être prises. Les tablettes, si les logiciels utiles nous sont réparés dans une semaine, nous ne pouvons pas cracher dessus. Nous en avons besoin pour gagner du temps. Si ces logiciels ne sont pas produits ou performants, nous allons oublier les tablettes et travailler avec ce qu'on a
essayer de voir dans quelle mesure on peut optimiser la quantité, la qualité des enrôlements par jour. À l'épreuve, avant d'être allés loin, nous sommes passés de 40 à 100. Il est possible que les agents performants puissent nous faire des résultats inattendus dans la continuation de l'exercice. D'autres précisions ont été fournies par le ministre de l'Intérieur quant à l'utilisation et le fonctionnement du fichier biométrique au moment des élections. Nous, gouvernement, nous avons besoin d'un processus crédible. Et la crédibilité du processus est fonction de la capacité des acteurs politiques d'être témoins de ce qui se passe. Le procès qu'on fait à la CENI sur les actes de naissance est un procès quelque part injuste. C'est une bonne initiative qu'ils ont prise. Mais ils l'ont prise parce qu'ils pensent que ça va faciliter. Et en effet, moi je pense que ça peut aller plus rapidement. Selon que quelqu'un présente un acte de naissance ou qu'on aurait à le lui faire d'une certaine façon, séance tenante, c'est plus rapide d'écrire plutôt que de demander que Wanene, Mahamadou Ali, Chekaroun Kanoane. Vous voyez, on n'aura pas ce dialogue, on remet le papier et on saisit directement. Avis sur le système du quota dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration a été le troisième point débattu à cette deuxième réunion de la CNDP, toujours sous la présidence du Premier ministre Birji Rafini. Autre aspect de ce journal, la célébration ce jour à travers le monde de la journée internationale de la fille. Au Niger, cette journée est célébrée à un moment où les autorités et même certains partenaires se mobilisent pour défendre les différents droits de la jeune fille. Faisons le point dans ce commentaire signé Nafisa Zakou. Les filles, une force libre et inarrêtable, c'est le thème de l'édition 2019 de la Journée internationale de la jeune fille. Au Niger, cette journée intervient à un moment où les autorités nigériennes et leurs partenaires travaillent en synergie pour maintenir les jeunes filles à l'école, mais aussi pour lutter contre les mariages précoces des jeunes filles, notamment dans les zones rurales. Cette année, pour célébrer cette journée au Niger, l'UNICEF travaille avec toutes les filles et les soutien afin de mieux faire entendre leur voix et de défendre leurs droits. En célébrant cette journée de la jeune fille, l'UNICEF célèbre également les avancées obtenues par, avec et pour les filles depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing et de la convention relative aux droits de l'enfant. Selon l'UNICEF, aujourd'hui, les filles ne se contentent plus de rêver, elles agissent. Elles sont de plus en plus nombreuses à aller à l'école et à obtenir un diplôme, de moins en plus nombreuses à se marier ou à devenir mères avant d'être adultes, et un peu plus grand nombre d'entre elles développent les compétences dont elles ont besoin pour exceller à l'avenir dans le monde du travail. Cette journée permettra, selon l'UNICEF, de souligner la nécessité d'investir pour répondre aux besoins les plus pressants des filles et pour leur ouvrir des perspectives. L'édition 2019 de la Journée internationale de la jeune fille est célébrée au Niger dans un contexte où des centaines de jeunes filles scolarisées de la région de Tillabéri attendent de connaître leur sort après la fermeture de leurs écoles pour des raisons sécuritaires affectant plus de 5800 élèves. Restant toujours dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de la jeune fille, et cette fois-ci c'est pour nous intéresser de l'activité organisée ce matin à Tillabéri par CONID Niger et ce partenaire. Ils ont en effet organisé la deuxième édition du trophée La meilleure commune amie de la jeune fille, et c'était ce matin, je disais, à Tillabéri, une cérémonie qui a enregistré la présence des autorités régionales et communales. Faisons le point avec nos confrères de la télévision Dunia, Al-Mokhtar Kainé et Harry Adam. Après Dosso, Tillabéri est la deuxième région concernée par le programme quinquennal Ouebrahim Farhan, financé par DGD Belgique, Plan Belgique et Plan International Niger. Un programme mis en œuvre par la CONID Niger. À Tillabéri, elles sont 6 communes à prétendre au trophée de la meilleure commune amie de la jeune fille. Tout comme Dosso, une commune, à savoir Anzourou, s'est démarquée des autres conformément aux critères que nous a rappelé le responsable suivi évaluation de la CONID et développé par le coordinateur de la CONID. Au niveau de la commune rurale de Anzourou, le comité a retenu ce qui suit.
Par rapport au premier critère, qui est celui des mesures de protection de l'enfant, quelles sont les mesures prises localement pour protéger les enfants? Eh bien, la commune de Anzourou a pris un arrêté signé par le maire dans lequel ils ont interdit à ce que les parents retiennent les enfants à la maison en les empêchant d'aller à l'école. Ça veut dire que cette mesure est une mesure qui permet à tous les enfants de la commune de jouir effectivement de leur droit à l'éducation. Et on les met également à l'abri de toute forme de violence. Donc ça c'est vraiment une disposition inédite par rapport à l'éducation. Malgré la situation de sécurité qui affecte la zone, la commune a quand même consenti des efforts en appuyant l'inspection de l'enseignement primaire. Chaque fois que l'instruction est sollicitée et chaque fois que la mairie est sollicitée par l'inspection, ils ont toujours appuyé cette inspection-là pour mener à bien les activités dans les différents établissements scolaires. Par rapport à la santé également, la commune a consenti des appuis, malgré leur situation très difficile, côté de sécurité, ils ont appuyé dans le transport des différents produits sanitaires qui sont mis à la disposition. C'est-à-dire que quand les produits sont mis à la disposition, ils prennent en charge tout ce que le transport pour destiner de tous les CSI et les cases de santé. Le représentant de l'antenne Blanc Tilaberi a saisi l'occasion pour féliciter et encourager la commune d'Anzourou et saluer le pragmatisme et la transparence dont a fait montre la CONID tout au long du processus du concours. Nous avons vraiment vu le résultat, nous avons parcouru le résultat ensemble entre les 5 ONG de mise en œuvre, y compris plan. Le processus a été conduit de la plus grande transparence et avec objectivité. C'est l'occasion pour nous, plan international, de féliciter la commune d'Anzourou pour les efforts fournis en matière de la protection de l'enfant globalement et en matière de la protection de la jeune fille en particulier. S'en est suivi la remise du trophée au maire de la commune d'Anzourou qui dédie le trophée à l'ensemble du staff de la mairie d'Anzourou. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement, comment on appelle ça là, pour l'ONG CONID. Et également nous profitons pour remercier Plan International Niger dans le cadre du programme Weborem Farhan. Nous sommes très contents parce que l'année dernière nous avions participé à cette compétition. Auparavant, la secrétaire générale de la préfecture de Tilaberi a souligné la vision du programme à travers la présente activité. Elle vise l'objectif ci-après, inciter les 13 communes d'intervention du programme quinquennal Weborem Farhan à une culture de programmation et budgétisation plus sensible aux enfants en général et aux filles en particulier pour promouvoir et mieux protéger leurs droits. La CONID a émis quelques recommandations à l'endroit de la commune d'Anzourou, lauréate du concours, afin d'améliorer davantage les conditions de vie de la jeune fille d'une manière spécifique et des enfants d'une manière générale. Erasmus+, c'est le nouveau projet qui a été lancé ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Un projet de l'Union européenne et c'est un projet au profit des étudiants de cette université. Compte rendu Asma Oseidou et Sadoumi. Erasmus+, c'est un projet qui vient d'être lancé ce jour vendredi à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Un projet qui offre l'opportunité aux étudiants de mettre en valeur leurs compétences. Le programme Erasmus+ bâtit des chemins à double sens, des chemins des échanges, de la collaboration, de l'apprentissage et de partage des savoirs entre l'Europe et les pays partenaires. Ces chemins à double sens sont des chemins sûrs et balisés. Elles ne finissent pas dans des camps de milices sanguinaires. Elles ne finissent pas au fond des mers et des océans. Et elles ne sont empruntées par personne qui peut s'imaginer que la haine, la xénophobie, le mépris ont droit de citer dans nos cultures, dans nos valeurs et dans notre partenariat. C'est sur ces valeurs fondamentales est fondé également ce type de partenariat. J'ose espérer que la célébration qui nous réunit aujourd'hui
permettra à chacun et surtout à chacune d'entre vous d'identifier les meilleures opportunités ouvertes qu'elles porteront sur plein de réussites aujourd'hui, demain et dans l'avenir proche et plus éloigné. Prenant la parole à cette occasion, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a salué cette initiative de l'Union européenne et de l'ambassade de France qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ses étudiants. Notre institution est particulièrement honorée d'organiser cet événement un an après la première édition, qui n'a pas été aussi visible que celle-là, qui avait été néanmoins en France aussi. Au cours de cette première édition, justement, les lauréats de l'appel à la candidature 2018 avaient notamment sensibilisé leurs collègues enseignants-chercheurs sur les nombreux avantages qu'offre le programme Erasmus+. Aussi voudrais-je saisir cette heureuse opportunité pour remercier toutes les bonnes volontés qui nous accompagnent dans l'accomplissement des missions essentielles de l'université. Permettez-moi de relancer et de relever que le programme Erasmus+, objet de la présente manifestation, vise précisément à renforcer les liens des institutions d'enseignement supérieur de par le monde avec les établissements partenaires européens. Erasmus+, un projet financé par l'Union européenne depuis 2014 et qui vise à soutenir des actions dans les domaines de l'éducation, de la formation de la jeunesse et du sport. Restons à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plus précisément à la faculté des sciences juridiques de cette université. En effet, les étudiants de la faculté de droit ont initié une conférence cet après-midi sur les thèmes juridiques. Objectif de cette rencontre est de permettre aux étudiants en droit de bien comprendre certains termes. Pour ce faire, des avocats, des jeunes avocats ont été invités pour détailler clairement ces différents termes aux jeunes étudiants. Résumé. Cette conférence débat qui vise à expliquer les termes juridiques aux nouveaux étudiants de la faculté de droit de l'université Abdou Moumouni de Niamey est organisée par la délégation générale de la dite faculté. Une façon pour aider ces jeunes étudiants à mieux cerner certains termes. Notre compréhension du droit dépend des notions que nous avions bien compris. Et donc aujourd'hui, nous avons fait appel à des professionnels, des avocats, pour venir rencontrer les camarades à la fac. Et que les professionnels sont d'ailleurs des étudiants, des anciens étudiants de cette faculté, donc pour venir continuer la formation en plus de ce que nous avions reçu aussi de nos enseignants. Et dans la salle, il y a certains qui sont en première année, il y a certains qui sont en deuxième année. Et je crois que la plupart des notions, on commence à les voir surtout en deuxième année, voire la troisième année. Pour cet exercice, d'éminents jeunes avocats praticiens étaient en face des étudiants pour partager leur expérience ensemble. Lorsque vous arrivez en première année de droit, la première des choses qu'on nous enseigne en introduction au droit, c'est la définition de la notion de droit d'abord. En plus de cette définition, on vous renvoie à cette question de source du droit. Et parmi les sources du droit, on vous a évoqué la question de la loi, la question de la jurisprudence, de la doctrine et même des principes généraux de droit qui constituent des sources de la règle de droit. Nous, en tant que praticiens, on a eu ce privilège de voir ça dans la pratique. Donc, je ne veux pas vous donner une définition littérale, mais plutôt essayer de vous dire concrètement comment ça se passe. En ce qui concerne la définition du droit international humanitaire, l'utilisation des concepts varie en fonction des écoles. Quand vous prenez les universitaires ou bien la doctrine de manière générale, elles préfèrent retenir la notion de droit international humanitaire. Quand vous allez au sein des forces armées, elles préfèrent plutôt retenir la notion de conflits armés ou bien droit de guerre. Une initiative qui vient à point nommé, surtout pour les nouveaux étudiants en droit. Que nous avions compris beaucoup de termes, et notamment la notion de l'ordre public, et des notions telles que les questions préjudicielles et les notions également telles que l'autorité de la chose jugée. Nous avions appris vraiment beaucoup de choses et nous tenons à remercier le conférencier. On va continuer, quelle que soit l'équipe qui va venir, on va continuer, Dieu faisant les choses. Demain, nous paierons
nous pouvons être ici nous-mêmes pour pouvoir former nos petits frères académiques qui vont venir. Donc c'est une initiative louable que les étudiants ont beaucoup approché. Avec les aînés des avocats qui sont des praticiens, des professionnels en la matière, donc ils vont nous aider et aider en même temps les étudiants de façon générale, donc à avoir une vue d'ensemble sur certaines notions qui sont vraiment un peu difficiles à cerner, y compris pour eux qui sont des praticiens, des professionnels, à plus forte raison pour des étudiants qui sont des apprenants. Au total, 18 termes juridiques ont été retenus pour cette conférence qui a enregistré la participation massive des étudiants qui ont fait le plein de la salle malgré un mot d'ordre de grève des enseignants-chercheurs en cours à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Du sport dans ce journal après le MENA national version A. Aujourd'hui, ce sont les petits ou bien MENA A prime qui étaient au stade général Sénoukounti face à la Centrafrique. Et une rencontre qui s'est soldée sur un score de nul, donc 2 buts partout. Je vous propose de suivre les réactions des deux entraîneurs juste après la rencontre cet après-midi. Pas pensant au score et faire n'importe quoi. Il fallait rester lucide, se calmer, penser à jouer. C'est ce que les garçons ont très bien fait. Moi, je suis heureux, moi je suis ici chez moi. Je suis ici chez moi. Non, franchement, je suis un peu même gêné parce que voilà, je me trouve ici chez moi. Donc c'était très difficile pour moi de ne pas dire au revoir à tous les camarades. Donc j'ai demandé vraiment à ce qu'on fasse le match amical ici pour vraiment remercier aussi les journalistes, le public, tous les gens, les soutiens qui m'ont apporté vraiment l'amour que j'ai reçu. Et dans mon cœur, je suis nigérien. C'est vrai que je leur ai dit si on venait à 2-1, pour ne pas faire le 3-0, si on venait à 2-1, on peut venir à 2-2. Mais c'est vrai que quelque part j'ai un pincement au cœur parce que je suis partagé. On a vu une très belle équipe centrafricaine qui nous a posé des problèmes, comme on s'y attendait. Et à nous de maintenant de faire face à tous ces problèmes qui peuvent nous poser. D'abord, dès l'entame de match, c'est vrai, sans jouer dans le contexte déjà de préparation de notre match retour, on est allé les chercher, les presser, les provoquer à la faute et je pense que ça a été payant, on arrive à marquer. Et sur une balle arrêtée toujours en première mi-temps, on arrive à aggraver le score à 2-0. Maintenant, après, il fallait tenir, je pense qu'on a réaménagé au niveau du groupe pour défendre ces 2 buts. Jusqu'au bout. Bon, par la suite, avec les effets de la fatigue, on a commis des erreurs. D'abord sur le premier, dans la surface de réparation. Je pense que ça ne sert à rien de se jeter, il faut rester debout défendre. Donc il est allé au tacle, il n'a pas réussi son tacle. Donc ça veut dire que pendant qu'il est à terre, l'autre a pu donner le ballon à l'attaquant qui, pratiquement à 2 mètres du but, l'a prolongé. Sur le deuxième but, c'est aussi sur une perte de balle, parce que c'est un ballon qu'on avait. Mais les distances de jeu qu'on voulait utiliser étaient véritablement courtes. On a joué dans un rayon de 3 mètres à toi, à moi, et on perd ce ballon. Et dans une logique de préparation des matchs retour à Abidjan, et on a un peu joué un peu dans le contexte déjà de ce match face à une équipe quand même qui prépare sa campagne africaine. Bon, je ne dirais pas que le niveau, parce qu'il n'y a pas assez, je ne connais pas la composition de l'équipe, je ne sais pas s'il y a des professionnels parmi où il y a des... Bon, on a joué face quand même à une équipe A. Donc c'était le sélectionneur du MENA Prime, Harouna Doula, juste après le match cet après-midi contre la Centrafrique. Un match à soldé sur un score nul de 2 buts partout. Hier, ce sont les aînés qui ont fait aussi un match nul contre la Zambie. Depuis certains temps, c'est un constat des amateurs du football, notamment les journalistes sportifs. Le Niger ici a un sérieux problème de la gestion des scores, une situation qui fait réagir le journaliste sportif Hassoumi Abdoulaye. Moi, je pense qu'il y a un problème de gestion des matchs au niveau de l'entraîneur Harouna Doula. Parce qu'on a vu plusieurs fois il a la situation en main. Mais si les jeunes n'arrivent pas à concrétiser, ces changements n'apportent rien. On a vu donc ça à l'IFOA. On a vu ça même contre la Côte d'Ivoire. Pendant qu'on menait 2-0, la Côte d'Ivoire à 10 avait menacé. Donc moi je pense qu'il y a un problème de gestion que Harouna Doula doit corriger par rapport au match suivant. Puis ce relâchement est dû aussi au niveau de la condition physique. Vous savez, le championnat n'a pas repris. La plupart des joueurs n'ont que ces matchs officiels pour la préparation. C'est dû aussi à ça. Mais je pense qu'il y a ce problème de gestion. Et ça fait aujourd'hui 5 matchs, mais il n'a toujours pas son équipe type. Ça veut dire qu'il y a ce problème de gestion qu'il va falloir corriger avant le déplacement sur Abidjan.
Voilà, c'était là donc le constat de notre confrère sportif Hausmi sur la gestion des scores pour les équipes nationales. Point final donc de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellent début de week-end à toutes et à tous.